Je l'ai tué. D'un coup de couteau précis, enfoncé dans son cœur traître, alors qu'il dormait paisiblement dans notre lit conjugal. Ce lit où il m'avait tant de fois juré un amour éternel. Le sang a jailli comme une fontaine obscure, tachant les draps blancs que j'avais lavés la veille. Et dans ce moment de chaos absolu, j'ai ressenti une libération sauvage. Un cri muet contre l'injustice qui m'avait rongé pendant des années. Mais avant que vous ne me jugiez, écoutez mon histoire. Car elle commence bien avant ce geste fatal. Dans les rues pluvieuses de Paris, où les promesses se brisent comme du verre sous les pas des passants indifférents. Je m'appelle Sophie Moreau, et j'ai 38 ans lorsque tout a basculé. Née dans un quartier modeste de Montmartre, j'ai grandi avec le rêve d'une vie stable, loin des tourments de mon enfance orpheline. Pierre, mon mari, était l'incarnation de ce rêve. Nous nous étions rencontrés à l'université Sorbonne, lui étudiant en droit, moi en littérature. Il avait ce charme typiquement français, avec ses yeux verts perçants et son sourire qui faisait fondre les cœurs. « Sophie, tu es ma muse », me disait-il souvent, en citant Baudelaire pour me séduire. Nous nous sommes mariés jeunes, à 25 ans, dans une petite église de la banlieue parisienne, entouré de nos amis et de sa famille, les Dupont, des bourgeois de province qui me regardaient toujours avec un soupçon de condescendance. Les premières années furent idylliques. Nous vivions dans un appartement cosy rue de Rivoli, près du Louvre. Pierre grimpait les échelons dans un cabinet d'avocats réputé, tandis que j'enseignais le français dans un lycée du Marais. Nous parlions d'enfants, de voyages en Provence, de cette vie parfaite que les Parisiens envient secrètement. Mais les fissures apparurent subtilement. Pierre commença à rentrer tard, prétextant des dossiers urgents. Ses appels à sa mère devinrent plus fréquents, et je surpris des conversations murmurées où il évoquait des problèmes financiers que je ne comprenais pas. Un soir, alors que la pluie battait contre les fenêtres, il m'annonça la nouvelle qui allait tout changer. Mes parents vont venir vivre avec nous. Leur maison en Normandie est trop grande. Et papa a des soucis de santé. C'est temporaire. Sophie, je te promets. Temporaire. Ce mot résonne encore comme une moquerie. Monsieur et Madame Dupont arrivèrent avec leurs valises remplies de reproches et de jugements. Le père, un retraité aigri, ancien notaire, critiquait constamment ma cuisine, affirmant que les femmes d'aujourd'hui ne savent plus tenir une maison comme il faut. La mère, une hypocrite au sourire faux, fouillait dans mes affaires, réarrangeant les meubles à sa guise. Pierre, au lieu de me défendre, hochait la tête en silence, comme si j'étais l'intruse dans mon propre foyer. Puis vint la facture, 1800 €. C'est pour les frais de leur installation, m'expliqua Pierre un soir, en me tendant un papier froissé. Ils ont vendu leur maison à perte. Et on doit contribuer. C'est normal. Sophie. La famille. C'est sacré. Je payais. Bien sûr. De mes économies personnelles. Gagnées à la sueur de mon front en donnant des cours particuliers. Mais ce n'était que le début. Les disputes s'enchaînèrent. Pierre me reprochait d'être égoïste, d'ignorer les traditions familiales. Sa mère insinuait que je n'étais pas une bonne épouse, que je ne méritais pas son fils. Un jour, lors d'un dîner tendu, elle lâcha. Pierre aurait pu épouser quelqu'un de son milieu. Pas une fille sans racines comme toi. Je serrai les dents. Mais au fond de moi, une rage sourde grandissait. Pierre, au lieu de la réprimander, rit nerveusement. Maman exagère. Mais elle a raison sur un point, la famille passe avant tout. C'est alors que je découvris le premier secret. En fouillant dans le bureau de Pierre, oui, j'avoue, la suspicion m'avait envahi. Je trouvais des lettres cachées dans un tiroir verrouillé. Des lettres d'une femme nommée Élise. Une collègue de son cabinet. Mon cher Pierre, nos nuits à l'hôtel me manquent. Quand vas-tu quitter cette mégère? Mon monde s'effondra. La trahison n'était pas seulement familiale, elle était intime. Charnelle. Confronté. Pierre nia d'abord. Puis admis à demi-mot, c'est une erreur. Sophie. Mais avec les parents ici. Le stress. Tu comprends? Non. Je ne comprenais pas. Mais je restais. Par amour. Par peur de la solitude. Les mois suivants furent un enfer. Les Dupont prirent possession de l'appartement, ils occupèrent la chambre d'amis. Réclamant des repas spéciaux. Des courses que je faisais seul. Pierre, de plus en plus distant, passait ses soirées au téléphone avec Élise. Puis vint le coup de grâce. Un soir d'hiver, sous les lumières clignotantes des Champs-Élysées visibles depuis notre balcon, Pierre m'annonça, « Sophie, il faut qu'on parle. Mes parents restent définitivement. Et pour les finances? Tu paies 1800 € par mois pour ton loyer, ici. C'est équitable.
Mon loyer? Dans mon propre appartement? Et si je refuse? Demandai-je, la voix tremblante. Il me regarda froidement. Mon fils s'en occupera. Pars. Si tu veux. La porte est ouverte. Ces mots me transpercèrent comme une lame. Mon fils s'en occupera. Comme si j'étais une locataire d'indésirable. Pas sa femme. Je partis cette nuit-là, emportant seulement une valise et mes larmes. Réfugié chez une amie à Belleville. Je rumine ma douleur. Mais la rage remplace vite le chagrin. Je jure de me venger. Pas une vengeance impulsive. Non, une machination froide. Calculée. Digne des intrigues de Balzac. Car je sais maintenant que Pierre cache plus qu'une maîtresse. Dans ses lettres, j'ai vu des allusions à un secret de famille que les Dupont protègent farouchement. Et moi, innocente, j'ai déjà payé pour leur péché sans le savoir. Les jours suivants mon départ furent un tourbillon de confusion et de détermination. Installé dans le petit studio de mon amie Claire, une artiste bohème du quartier de Belleville, je passais mes nuits à repenser à chaque détail de ma vie avec Pierre. Comment avais-je pu être si aveugle? Les signes étaient là, les silences prolongés. Les regards complices entre lui et sa mère. Les voyages inexpliqués en Normandie. Mais le pire, c'était ce sentiment d'avoir été utilisé. Comme un pion dans un jeu dont je ne connaissais pas les règles. Claire, avec sa sagesse de Parisienne endurcie, me conseilla, « Sophie, ne te laisse pas abattre. Les hommes comme Pierre méritent une leçon. Mais sois prudente, la vengeance est un art délicat. » Je commençai par enquêter. En tant qu'enseignante, j'avais accès à des ressources limitées. Mais Paris est une ville de secrets. Et les bibliothèques, les archives publiques, devenaient mes alliés. Je fouillai dans les registres notariaux, ironie du sort. Le père de Pierre avait été notaire, et découvrit une anomalie. La maison familiale en Normandie n'avait pas été vendue à perte. Au contraire. Elle avait été cédée à une société offshore pour une somme astronomique. Pourquoi mentir? Et pourquoi m'avoir fait payer ces 1800 € mensuels? Comme si j'étais une intruse, la réponse vint d'une conversation volée. En suivant Pierre discrètement un soir, je l'entendis au téléphone près du Pont-Neuf. « Maman, Sophie est partie. On peut enfin utiliser l'argent sans question. Élise est d'accord pour tout couvrir. » Élise. Cette femme n'était pas seulement une maîtresse, elle était complice. Avocate elle aussi. Spécialisée en droit fiscal. Elle aidait Pierre à blanchir de l'argent. Mais d'où venait cet argent? La piste me mena à un scandale enfoui, 20 ans plus tôt. Le père Dupont avait été impliqué dans une affaire de fraude notariale. Des clients ruinés. Des documents falsifiés. Officiellement, l'affaire avait été classée. Mais je soupçonnais que quelqu'un avait payé le prix à sa place. Et ce quelqu'un? C'était moi? Non. Pas encore. Mais en creusant plus profond, je tombais sur mon propre nom dans des dossiers judiciaires anciens. C'était il y a 10 ans. Juste après notre mariage. Pierre avait été accusé d'un délit mineur, conduite en état d'ivresse ayant causé un accident. Mais les papiers montraient que c'était moi qui avais été condamné. Une amende. Un retrait de permis temporaire. Comment est-ce possible? Murmurai-je en lisant les actes au palais de justice. Pierre avait falsifié ma signature. Utilisé mon identité pour couvrir sa faute. Sa famille avait tout orchestré. Arguant qu'une femme sans antécédents serait mieux traitée par la justice. J'avais gommé ce souvenir. Croyant à un malentendu administratif. Mais non, j'avais gâté ma vie pour lui. Sans le savoir pleinement. La trahison était profonde. Enracinée dans le mensonge. Armé de ces révélations, je commençai à tisser ma toile. D'abord, je contactai Élise anonymement. Via un email jetable. Je sais tout sur l'argent de Normandie, écrivis-je. Rencontrez-moi au café de Flore. Où je parle à la police. Elle vint. Nerveuse. Dans son tailleur chic. Ses cheveux blonds impeccables. Qui êtes-vous? Demanda-t-elle. S'asseyant en face de moi. Je souris froidement. La femme que Pierre a jetée dehors. Celle qui paie pour vos péchés. Son visage pâlit. Elle avoua partiellement. Pierre et elle détournaient des fonds clients pour financer un train de vie luxueux. Et les parents étaient au courant. Mais c'est Pierre qui décide tout, plaida-t-elle. Il m'a promis le mariage une fois divorcé. Divorcé? Le mot me frappa comme un coup de poignard. Pierre avait déjà entamé les procédures sans me le dire. Furieuse. Je décidai d'accélérer. Je rendis visite au Dupont dans l'appartement, mon appartement. Madame Dupont ouvrit la porte. Surprise. Sophie, que fais-tu ici? Je forçai l'entrée, prétextant une discussion civile. Pierre était absent. Mais le père somnolait dans le salon. Dites-moi la vérité sur la fraude notariale, exigeai-je. Le vieux homme sursauta.
Sa femme blêmit. Tu ne sais rien, cracha-t-elle. Mais sous la pression, ils craquèrent, oui. L'argent de la maison cachait des biens mal acquis. Et Pierre, leur fils chéri, était le cerveau de tout. Cette nuit-là, je rentrais chez Claire, le cœur battant. La vengeance prenait forme. Je contactai un journaliste du Monde, un vieil ami de fac, et lui fournis des preuves anonymes. L'article parut une semaine plus tard, scandale chez un avocat parisien, fraude et trahison familiale. Pierre paniqua, m'appela en hurlant, c'est toi. Salope, tu vas le regretter. Mais je raccrochai, savourant sa peur. Pourtant, La controverse grandissait. sur les réseaux, certains me voyaient comme une victime justicière, d'autres comme une harpie destructrice. Elle détruit une famille par jalousie, disaient les uns. Elle révèle la pourriture bourgeoise, répondaient les autres. Les lancements se multiplièrent. Élise me trahit à son tour, témoignant contre Pierre pour se sauver, mais accusant les parents d'être les instigateurs. Pierre, acculé, tenta de me reconquérir, un bouquet de roses livré avec une note. Pardonne-moi. Sophie. C'était une erreur. Erreur? Non. C'était calculé. Je refusai, mais acceptai un rendez-vous pour le piéger. Au restaurant La Tour d'Argent, surplombant la scène. Il pleura, mes parents m'ont forcé. Je t'aime encore. Mensonge. Je l'enregistrai secrètement, avouant tout. La tension montait. Les Dupont, sentant le vent tourner, essayèrent de fuir en Normandie. Mais je les devançai, alertant les autorités. Pierre fut arrêté pour fraude, mais libéré sous caution, payé par Élise. Ironiquement, la société se divisait, forum en ligne débattait de ma moralité. Étais-je une héroïne ou une monstre? Moi, je me sentais vivante, enfin libérée de leur emprise. L'arrestation de Pierre marqua le début d'une phase plus sombre. Libéré sous caution, il devint obsédé par moi, m'envoyant des messages menaçants. Tu paieras pour ça. Sophie. Ma famille ne pardonnera pas. Les Dupont, confinés dans l'appartement sous surveillance judiciaire, ourdissaient leurs plans. Madame Dupont, cette vipère, contacta mes collègues au lycée, répandant des rumeurs sur ma folie vengeresse. Elle a toujours été instable, disait-elle. Résultat, mon directeur me convoqua, insinuant une mise à pied temporaire. Paris, ville des Lumières, me semblait soudain une prison d'ombre et de murmures. Je ne fléchis pas. Au contraire, je creusai plus profond dans le passé familial. En visitant les archives de Caen, en Normandie, je découvris le secret ultime. Pierre n'était pas le fils biologique des Dupont. Une adoption illégale, masquée par la fraude notariale du père. La vraie mère, une femme pauvre décédée en couche, avait été effacée des registres. Les Dupont l'avaient achetée pour perpétuer leur lignée stérile. Pierre le savait-il? Probablement. Et cela expliquait sa loyauté maladive. Ce twist me donna un levier puissant. Révéler cela briserait leur façade bourgeoise. Mais la controverse s'amplifia. L'article du Monde engendra une série de débats télévisés. Sur France 2, des experts discutaient. La vengeance personnelle contre la justice institutionnelle, où tracer la ligne. Certains me défendaient, citant des cas comme celui de Médée dans la mythologie. Modernisée. D'autres me condamnaient, elle détruit des vies par égoïsme. Moi, anonyme dans la foule, je souriais intérieurement. La division des PHE était palpable. Les femmes opprimées me voyaient comme une icône. Les traditionalistes comme une menace. Pierre, sentant la pression, changea de tactique. Il m'invita à une réconciliation dans un café de Saint-Germain-des-Prés. J'acceptai, armé d'un enregistreur. Assis face à moi, il murmura, « Sophie, arrête ça. Je t'offre la moitié de l'argent aux 500 000 € si tu retires tes accusations. » Tentant. Mais je refusai. « Pourquoi m'as-tu fait gagner cher le crime de l'accident ?» demandai-je. Il avoua, « C'était pour protéger ma carrière. » Tu étais sacrificable. Sacrificable. Le mot alluma une flamme inextinguible. Les Dupont, de leur côté, luttèrent. Le père, affaibli, simula une crise cardiaque pour gagner de la sympathie. La mère intrigua auprès d'amis influents, tentant de discréditer mes preuves. Mais Élise, volatile, changea de camp à nouveau. Elle me contacta, proposant des documents incriminants contre Pierre en échange d'immunité. Il m'a utilisé aussi, dit-elle. Alliance fragile, mais utile. Ensemble, nous compilâmes un dossier accablant.
Le climax approchait. Lors d'une audience préliminaire au tribunal de grande instance, Pierre témoigna, me dépeignant comme une épouse jalouse et instable. Elle a inventé tout ça par dépit, mentit-il. Mais je contre-attaquai avec l'enregistrement. Le juge fronça les sourcils. Et la salle bruissa de murmures. Dehors, des manifestants aux pro et anti scandaient des slogans. Justice pour Sophie. VS, protéger la famille. Cette nuit-là, seul dans mon studio, je reçus un appel anonyme, laisse tomber. Ou tu finiras comme la vraie mère de Pierre. Menace claire. Les Dupont jouaient dur. Paniqué mais résolu, j'alertai la police, qui augmenta la surveillance. La tension était palpable, comme dans un roman de Zola, où les bas-fonds sociaux émergent. Enfin, je révélai l'adoption illégale à mon journaliste. L'article suivant fit exploser l'affaire, l'héritier fantôme, un secret de famille au cœur d'une fraude. Pierre, confronté, nia d'abord, puis craqua en privé, ils m'ont menti toute ma vie. Trahison en cascade. Il se tourna contre ses parents, témoignant contre eux pour se sauver. La mère hurla au tribunal, traître, après tout ce qu'on a fait pour toi. La société se divisa plus que jamais. Forum en ligne bouillonnait, était-ce justice ou chaos? Moi, au centre. Je me sentais puissante, mais vidée. La vengeance, si douce au début, laissait un goût amer. Avec Pierre se retournant contre ses parents, le chaos s'intensifia. Les Dupont, acculés, lancèrent une contre-attaque vicieuse. Madame Dupont accorda une interview à un tabloïd, me dépeignant comme une manipulatrice sans scrupules. Elle a séduit mon fils pour son argent. Et maintenant, elle le détruit. Mensonges éhontés, mais efficaces. Mes amis commencèrent à douter. Et même Claire me questionna. Sophie, es-tu sûre de ne pas aller trop loin? Trop loin, après avoir gagné leur crime, payé leur luxe, enduré leur mépris? Je ripostai en publiant des preuves irréfutables, les faux documents de l'accident, les transferts bancaires. Élise, fidèle à sa parole, fournit des emails incriminant Pierre. Au tribunal, lors de l'audience principale, le procureur tonna, ceci n'est pas une simple dispute conjugale, c'est une conspiration familiale. Pierre, pâle comme un linge, murmura des aveux partiels, accusant ses parents d'avoir orchestré l'adoption et la fraude. Le père, effondré, admis, nous voulions un héritier parfait. Sophie était un obstacle. La salle explosa en débat. Dehors, les médias campaient, interviewant passants, elle mérite la vengeance, disaient les uns. C'est immoral, la loi doit primer, rétorquaient les autres. Moi, témoignant, je relatais calmement les faits. Mais intérieurement, la rage bouillonnait. Pierre me lança un regard haineux. Tu as tout ruiné. Non. C'est toi. Pensais-je. Post-audience. Les twists se multiplièrent. Élise, ambitieuse, révéla qu'elle était enceinte de Pierre, un enfant conçu pendant notre mariage. Scandale. Pierre nia la paternité, accusant Élise de mensonge. Elle contre-attaqua avec des tests ADN volés. La presse s'emballa, l'enfant illégitime au cœur du drame. Les Dupont, horrifiés, rejetèrent Élise, pas dans notre famille. Ironie cruelle. Je profitai du chaos pour frapper plus fort. J'engageai un détective privé, financé par mes économies restantes, qui déterra des preuves d'autres fraudes, des clients dupés par le père Dupont. Des années plus tôt. Je les contactai anonymement, les encourageant à porter plainte. Une vague de procès s'ensuivit, engloutissant la famille. Pierre, désespéré, tenta une ultime manipulation. Il m'invita chez lui, notre ancien appartement, pour négocier. J'y allai. Prudente. Les Dupont étaient absents. Au tribunal. Sophie. Prenons l'argent et fuyons, proposa-t-il. Toi et moi. Comme avant. Hallucinant. Je ris. Avant quoi? Avant que tu me fasses payer 1800 € pour vivre chez moi. Il pleura. Avouant tout, l'adoption. Les mensonges. Comment ses parents l'avaient modelé en monstre. Je t'aimais. Vraiment. Peut-être. Mais trop tard. Je partis. Laissant une note, la vérité sortira. Et elle sortit. L'article final révéla l'enfant d'Élise comme pivot. Pierre l'avait conçu pour sécuriser un héritage. Mais les tests montraient une stérilité chez lui. Twist, l'enfant n'était pas sien. Élise avait menti. Couché avec un autre pour le piéger. Folie totale. La controverse culmina. Télévision débattait, vengeance justifiée ou excessive. Les femmes me soutenaient massivement, voyant en moi un symbole de résistance. Les conservateurs criaient au féminisme destructeur.
Moi, je me retirais, observant de loin. Le procès principal fut un spectacle dantesque. Au palais de justice, sous les voûtes imposantes, les avocats s'affrontaient comme dans un drame hugolien. Pierre, défendu par un confrère, plaida la manipulation parentale. Les Dupont, ensemble, accusèrent Élise et moi d'être les vrais coupables. Élise, enceinte visible, témoigna en larmes, Pierre m'a forcé à mentir. Mensonge sur mensonge. Moi, appelé à la barre. Je fixai Pierre, j'ai gagné cher votre crime par amour. Maintenant, je réclame justice. Le juge, impartial, interrogea. Madame Moreau, votre quête de vengeance n'est-elle pas personnelle? Je répondis. Personnelle? Oui. Mais nécessaire pour exposer la pourriture. La salle applaudit ou siffla. Divisé. Dehors. Manifestation, pancarte, Sophie libératrice, VS, famille sacrée. Puis vint le twist majeur. Des analyses ADN ordonnées révélèrent que Pierre n'était pas adopté illégalement au faux. La vraie mère était Madame Dupont elle-même. Mais issue d'une liaison extra-conjugale. Le père l'avait couvert par la fraude, élevant Pierre comme sien. Pierre, apprenant cela, s'effondra, toute ma vie. Un mensonge. Il se tourna violemment contre ses parents, révélant d'autres secrets, des abus verbaux. Une pression constante. Élise, sentant le vent tourner, avoua que l'enfant était d'un amant anonyme, utilisé pour extorquer Pierre. Scandale absolu. Les Dupont, brisés, plaidèrent coupables pour éviter pire. Pierre, isolé, tenta le suicide, sauvé in extremis. La presse titra « Le drame familial qui questionne la société française ». Moi, au milieu, je réfléchissais. Ma vengeance avait-elle allé trop loin? Les débats publics rageaient. Étais-je héroïne ou vilaine? Certains arguaient que j'avais détruit des vies innocentes, l'enfant à naître. D'autres, j'avais libéré la vérité. Le verdict tomba, Pierre condamné à 5 ans pour fraude. Les Dupont à 3 ans avec sursis. Élise acquittée mais ruinée. Moi, Innocente. mais marqué. Libéré du tribunal. Je marchais le long de la Seine. Le vent parisien emportant mes doutes. Pierre m'écrivit de prison. Sophie, tu as gagné. Mais à quel prix? Gagné, peut-être. Mais la victoire était amère. Les Dupont, âgés, finirent en maison de retraite. Isolés. Élise accoucha seule. L'enfant élevé dans l'ombre du scandale. Twist final, en fouillant les derniers documents. Je découvris que j'étais héritière indirecte, via un legs caché du vrai père biologique de Pierre. Un riche industriel. L'argent des fraudes m'appartenait partiellement. Ironie, je devins riche. Mais choisissais de le donner à des associations pour victimes de trahison familiale. Le débat persista. Ma vengeance était-elle justifiée? Pour certains. Oui, un catharsis nécessaire. Pour d'autres. Non, un cycle destructeur. Moi, je reconstruisis ma vie. Enseignant avec passion. Libre enfin. Pourtant, dans les nuits solitaires, je me demande, aurais-je dû pardonner? La réponse divise même mon âme. Paris continue. Indifférent. Mais mon histoire hante ses rues. Un avertissement UAM sur l'amour trahi.